Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h, édition du 1er juillet 2013. À la une, la Fédération camerounaise de football est toujours dans l'impasse. Une bonne partie de son personnel a cessé toute activité ce jour à Yaoundé. Dans le camp du vice-président sortant John Begeninde, on crie à la manipulation du secrétaire général Tombi Aroko. S'achemine-t-on vers la fin des factions au sein de l'Union des populations du Cameroun? Eh bien, le parti du Crabe annonce une seule liste lors des prochaines échéances électorales. Les représentants des dites factions étaient réunis à Edea. Et toujours en rapport avec les élections législatives et municipales, le Social Democratic Front vient de procéder au renouvellement de ses organes de base dans le littoral. Des primaires qui présentent quelques curiosités dans le Vouri. Pour en savoir davantage, je vous donne rendez-vous en deuxième partie de ce journal. Une fois de plus, bonsoir. Et comme l'annonçait il y a quelques instants à la Fédération camerounaise de football, le flou persiste. Une bonne partie du personnel de l'instance fêtière du football national a cessé toute activité ce jour pour raison, dit-il, d'être sous surveillance. Un argument que balaie du revers de la main le camp de John Begeninde qui crie plutôt à une manipulation orchestrée par le secrétaire général Tombi Aroko. Pour en savoir davantage, voici le reportage de Yannick Bazoua. La tempête qui souffle au sein de la Fédération camerounaise de football est loin de s'arrêter. On en a la preuve. C'est bien dommage. Après la démission de Sédou Mbonjoya, samedi 29 juin dernier, à mon titre comme le premier vice-président, et la prise de la Bastille Fekafoot par John Begeninde le vendredi 28 mai, c'est une partie du personnel de la Fédération camerounaise de football qui boycotte le travail depuis ce lundi 1er juillet 2013. Motif, il refuse de travailler sous surveillance. Approché, Junior Binyam, chef du département de la communication à la FECAFOOT, nous a fait comprendre qu'ils sont tous surpris de se retrouver dans leurs bureaux respectifs avec des inconnus qui surveillent leurs faits et gestes. Chose inacceptable pour cette partie du personnel qui a donc décidé de claquer les portes de la fédération tant que ce nouveau personnel d'un autre genre ne libère pas les lieux. Notons que bien avant ce spectacle désolant, l'ex-secrétaire général Tombi Aroko Sidiki, suspendu par John Begeninde pour insubordination, a effectué son arrivée à la FECAFOOT. D'aucuns l'accusent d'être l'instigateur de cette manifestation pacifique. Pour l'instant, la fédération reste sous très haute surveillance. Les allées et venues au sein de la FECAFOOT sont extrêmement filtrées. L'accès au siège n'est possible qu'après présentation des pièces personnelles. Signalons la présence au sein de la Fédération camerounaise de football ce lundi du vice-président Essoma Eyenga qui, en l'absence du premier vice-président John Begeninde, actuellement en déplacement, assure l'intérim. Ce qui, ipso facto, répond à la question de savoir qui gère la FECAFOOT depuis le vendredi 28 juin 2013. La suite du journal, on signale que Jean-Paul Akono est évacué en France pour poursuivre ses soins. L'ancien entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables bénéficie ainsi de la magnanimité de Samuel Eto'o-Fils. Akono apprend-on à quitter Yaoundé sans avoir perçu l'argent qu'il réclamait au ministère des Sports et de l'Éducation physique pour toute la période qu'il a passé sur le banc de touche de l'équipe Fagnon du Cameroun. Marcelin Ganson. Délaissé par les pouvoirs publics, Jean-Paul Akono, dont la santé est chancelante depuis quelques semaines, a finalement quitté le Cameroun pour poursuivre ses soins en France. Le sélectionneur déchu des Lions Indomptables n'a reçu jusqu'ici aucun CFA sur l'argent que lui doit le gouvernement. Je n'ai pas encore perçu, pas de salaire, mais disons ce que l'État doit me payer parce que vous êtes sans ignorer que le ministre a refusé de me faire signer un contrat. Donc il a reçu des instructions lui demandant qu'il me paye, n'est-ce pas, ce qu'il doit me payer. Et je crois ceci pendant un an, sur la base de, je crois, de 10 millions le mois. Bref, on lui a demandé de me payer sur la base du contrat, n'est-ce pas, de mon prédécesseur. Abandonné à son propre sort depuis le début de sa maladie, il a fallu l'intervention du capitaine des Lions Indomptables
pour que le champion olympique de Sydney 2000 envisage son rétablissement avec beaucoup plus de sérénité. C'est Samuel Eto'o en fait qui me fait partir en Europe. J'ai un visa, je crois, de 3 mois. Et pour Jade, si jamais je ne me sens pas bien, mais mon souhait est que je fasse quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines, pour que je revienne au Cameroun. Un gros merci, n'est-ce pas, à tous les Camerounais qui m'ont soutenu dans cette dure épreuve, à toutes les églises qui ont prié pour moi, je l'avoue, et je pense que si je suis debout aujourd'hui, c'est grâce à tous ces efforts, n'est-ce pas, conjugués. En rappel, c'est en mai dernier que Jean-Paul Akono a été victime d'un malaise. Grâce à l'appui du ministère de la Défense, il a pu bénéficier des premiers soins partagés entre la ville de Yaoundé et celle de Douala. Au même moment, le ministère des Sports était plus préoccupé à lui trouver un successeur en la personne de Volker Finke, un épisode de sa vie que Jean-Paul Akono n'oubliera pas de sitôt. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Jean-Paul Akono. En politique, y aura-t-il ou pas des élections municipales cette année après la prorogation de 3 mois du mandat des conseillers municipaux? Cette deuxième rallonge intervient après celle de mai 2012 qui accordait un mandat supplémentaire de 12 mois aux élus locaux. La présente rallonge qui prend effet à partir du 1er août s'achève le 1er novembre prochain. Joseph Fenelon, Maopsen. Le nouveau mandat des conseillers municipaux s'achève le 1er novembre prochain et selon le code électoral, l'élection doit se tenir 20 jours avant la fin de ce mandat. Le même texte précise que le corps électoral doit être convoqué 90 jours avant le scrutin. Ainsi, les électeurs pourraient être appelés à aller aux urnes vers la première quinzaine du mois de juillet, précisément le 11 juillet de cette année, avancent beaucoup d'observateurs. Seulement quelques paramètres font douter de la tenue de l'élection municipale cette année. Il y a d'abord, selon des analystes, cette possibilité d'une nouvelle prorogation que la loi reconnaît au président de la République. Cette autre rallonge, si elle intervenait, devrait courir jusqu'au 1er février 2014, avec une élection qui se tiendrait le 11 janvier de la même année. Et puis, la non-tenue jusqu'ici des primaires au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, si ce mode de désignation est retenu, est un facteur non négligeable dans l'incertitude d'une élection municipale cette année, pensent des analystes. Toujours en perspective aux législatives et municipales, l'Union des populations du Cameroun présentera une seule liste. Lors de ces échéances, les différentes factions du parti du crabe se sont réunies ce week-end à Edea. Les précisions avec Rodrigue Gassi et Viviane Kamoa. Autour d'une même table, les 3 tendances de l'UPC qui ont revendiqué chacune la légitimité et la légalité. Au centre de l'entente, la réconciliation des membres d'une même famille qui s'engagent aujourd'hui à éviter les erreurs du passé. Les UPC ont compris que l'heure de division, l'heure de bagarre, qui ne sont pas orchestrées dans la maison, mais qui viennent particulièrement de l'extérieur, cette heure a sonné, il faut mettre fin à tout cela. Aujourd'hui, il est question donc d'être ensemble, de marcher ensemble, de se fixer des objectifs. À cette dynamique, lancée depuis plusieurs semaines, les principaux acteurs ne lui collent absolument pas l'étiquette d'un consensus pour les prochaines échéances électorales. Non, je pense que dans tous les processus humains, il y a toujours un déclic. Donc peut-être nous avons été frappés sur notre chemin de Damas au lendemain des élections sénatoriales. Et donc nous avons été obligés de nous rassembler et de nous regrouper tous ensemble. La réunion du comité directeur conjoint tenue au foyer Taniel à Edea intervient au lendemain des rencontres des ECA qui ont permis de défricher le chemin de la réconciliation et de la réorganisation de l'UPC. Le Conseil constitutionnel a dit que l'UPC existe légalement et que l'administration ne reconnaît aucune des 3 directions. Je pense que chacun de nous devra faire dire son mea culpa. Pour le moment, les UPCistes ont décidé de se concerter. D'abord, refonder leur parti pour le solidifier, pour l'unifier. Naturellement, cette unité permettra aux UPCistes d'aller aux élections en rang serré. Le processus enclenché connaîtra-t-il une fin heureuse? Les principaux concernés restent optimistes. Nous avons commencé quelque chose
que nous devons finir avec eux. Eh bien, là, si on parle de consensus dans les rangs de l'Union des populations du Cameroun, c'est plutôt l'heure est au renouvellement des organes de base pour le SIF dans le littoral. Pour en savoir davantage, je vous donne rendez-vous en deuxième partie de ce journal avec notre invité. Un nouveau projet de loi sur la table des députés. Celui-ci tend à pallier aux insuffisances contenues dans les deux précédentes lois portant sur l'aviation civile. Le reportage de Yannick Bazoua. Eh bien, je crois que nous allons revenir sur ce reportage de Yannick Bazoua qui porte donc sur ce nouveau projet de loi qui est sur la table des sénateurs. Il s'agit notamment d'un projet qui tend à pallier aux insuffisances contenues dans les deux précédentes lois portant sur l'aviation civile. Yannick Bazoua. La coexistence de deux lois sur l'aviation civile, notamment celle du 5 novembre 1963, portant code de l'aviation civile, et celle du 24 décembre 1998, portant régime de l'aviation civile, présentait jusqu'à ce jour des insuffisances, véritables obstacles à ce pan d'activité. D'où le caractère particulier et innovateur de ce projet de loi, lequel non seulement reprend pour l'essentiel les dispositions des lois susmentionnées, mais intègre aussi les dispositions nouvelles issues des engagements du Cameroun au niveau international portant sur l'habilitation des inspecteurs de sûreté et de sécurité aérienne, le service de la radionavigation aéronautique, la fourniture des services d'assistance météorologique à la navigation aérienne, la gestion des aérodromes concédés, les infractions à la circulation aérienne, les peines relatives à la violation de l'espace aérien camerounais, ainsi que la conformité de la réglementation locale aux normes de l'aviation civile. Un projet de loi qui sera minutieusement relu par les sénateurs. Je crois qu'on va maintenant vers la modernité parce que jusqu'à présent on traînait avec ce nouveau texte que nous allons lire et qui réajuste les deux anciens textes qui régissaient l'aviation civile. Je crois que nous avons du pain sur la planche parce que nous avons l'obligation de nous arrimer maintenant au modernisme. Nous allons l'examiner de fond en comble pour pouvoir apporter certaines améliorations qu'au niveau de l'aviation civile, qu'il n'y ait plus un certain nombre de problèmes que nous avons connus jusqu'à présent. Ce projet de loi prévoit également la création d'un fonds de l'aviation civile et permettra au Cameroun de disposer d'un cadre juridique plus cohérent d'une part et d'autre part contribuera à assurer la communauté aéronautique internationale sur la capacité de notre pays à assurer une supervision de la sécurité de l'aviation civile de qualité. Après plusieurs années d'hibernation, le gouvernement pense enfin à la promotion de l'économie sociale au Cameroun. Ceci à travers les toutes premières journées nationales qui vont se tenir du 3 au 5 juillet au Palais des Congrès de Yaoundé. Il sera question pendant ces 3 jours de comprendre ce qu'est l'économie sociale et de réfléchir sur sa structuration afin d'assurer son émergence. Je vous invite à présent à suivre le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Laurent-Serge Etoundingwa, donne plus d'explications sur cet événement. Il n'existe en effet aucun village dans notre pays où on ne retrouve une association de dames qui pratiquent des tontines, qui font des chants communautaires. Dans nos villes, le concept devient de plus en plus moderne. On retrouve bien sûr des associations à caractère professionnel, on retrouve des coopératives, on retrouve des groupements d'initiatives communes, on retrouve des groupements d'intérêt économique. Dans nos administrations et dans le secteur public, on retrouve les mutuelles. Toutes ces composantes constituent aujourd'hui des structures d'économie sociale. Elles sont là, elles sont présentes, leurs activités se déroulent sous nos yeux. On va retenir que l'économie sociale est cette économie qui place l'être humain au centre de ses activités.
En santé, les malades du VIH-Sida sont en détresse. Ils déplorent la rupture des antirétroviraux dans les centres de prise en charge. Ces infortunés implorent l'aide de l'État. Nos reporters ont rencontré un malade dans la ville de Douala. Il raconte son calvaire. C'est dans ce reportage que signe Dalashtana et Flavien Valondongo. Ces mains qui balancent sont celles d'un homme malade du VIH-Sida, et qui vit ses antirétroviraux depuis une vingtaine d'années déjà. Depuis quelque temps, la fréquence de consommation des médicaments a changé. Je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de produit. Tout ce qui nous dit seulement, monsieur, prenez pour 5 jours. Vous discutez beaucoup, on dit, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Non, le 5 là, on doit à une autre personne. Vous avez même eu la chance aujourd'hui d'avoir 3 pour 5 jours. Normalement, c'est 3 jours que j'allais vous donner. Actuellement même, ils sont obligés de retenir maintenant nos ordonnances. Parce que le fait de tenir aller, ça va se déchirer avant 1 mois. Donc, dans 1 mois actuellement, tu fais au moins 10 à 15 tours à la quintine pour le ravitaillement. En effet, la croissance des ruptures et rationnement des antirétroviraux dans certains centres de prise en charge fait problème au Cameroun. Et nous avons appris, il y a 2 jours, qu'à Yaoundé c'était pire, ils ont un marché à Yaoundé. Et c'est ce qui m'est arrivé en 2005, où il y avait une rupture, et finalement, il n'y avait même pas l'argent pour acheter. Ils m'ont mis sur 2e ligne, où actuellement, je prends sur 10 comprimés par jour. Chômeur de son état, le cas de ce malade n'est pas un cas isolé. Plusieurs autres sont dans la même situation. Sans soutien financier, les victimes du VIH-Sida redoutent le pire. Actuellement, si je prends même le matin, il faut que je jongle, je prends encore demain pour économiser sur les 5 jours qu'on m'a donné. Parce que je ne suis pas sûr que je vais rentrer après 5 jours, je vais avoir 5 jours. Et quand vous revendiquez, on dit allez manger équilibré. Et manger équilibré, il faut de l'argent. Difficile alors de respecter le délai de prise des médicaments. Ces infortunés sollicitent l'aide des pouvoirs publics. Dans les pharmacies, le médicament se fait rare. Et lorsqu'il existe, il coûte cher. Avec la rupture observée des ARNV, les patients risquent tous passer de vie à trépas si rien n'est fait au plus vite. Nous sommes le 1er juillet 2013. Eh bien, c'est un jour de distinction pour les éléments de l'armée camerounaise. Et à Douala, officiers et sous-officiers promus au grade supérieur ont reçu leurs épaulettes à la place de l'UDEAC. C'était en présence du gouverneur de la région du littoral, mais également de notre reporter, Flotamko Bensi. Une nouvelle épaulette qui change tout. Djenet Dikoum vient de passer au grade de lieutenant à la 18e année de service au sein de l'armée camerounaise. Son secret pour mériter une telle promotion, dit-elle, c'est le travail dur. Officiers supérieurs, sous-officiers des forces armées, ils étaient nombreux à la place de l'UDR de Douala à bénéficier d'un avancement en grade selon la décision du ministre de la Défense du 17 juin dernier. Pour beaucoup, c'est le couronnement d'un long cheminement. Véritable moment de joie et d'allégresse. Toutefois, les récipiendaires disent être conscients de la lourde responsabilité qui leur incombe désormais. Personnel civil employé au ministère de la Défense ont également reçu la médaille de travail. Le personnel militaire, quant à lui, était distingué par des médailles de la force publique. Même son de cloche à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, où une centaine d'éléments de la force de défense a donc reçu des médailles et des épaulettes. Les distinctions remises par le ministre en charge de la Défense sont au titre de la fête de l'unité du 20 mai dernier. Une reconnaissance du président de la République qui marque ainsi l'engagement et la bravoure de ces hommes en tenue. Au terme de cette cérémonie de décoration, notre reporter a tendu son micro à quelques récipiendaires. Je propose de les écouter. Je n'ai pas le signe d'engagement. Je ne m'attendais pas à être sous-lieutenant aujourd'hui. Dieu merci. Je remercie, je m'engage à servir le drapeau de la République jusqu'au sacrifice suprême. Donc, avec le secours de mes collaborateurs,
on va amener à bien toutes les tâches qui me seront confiées par le haut commandement. C'est normal qu'à partir du moment où le président de la République vous fait confiance ou alors place en lui votre confiance, ce n'est qu'un sentiment de satisfaction qu'on peut éprouver. Naturellement, vous pouvez voir tout ce beau monde qui tourne autour de moi. Hein? Ça signifie que c'est une bonne chose, hein, en ce qui concerne la promotion. Eh bien, nous sommes en plein dans les vacances après les différents examens officiels. Eh bien, comment les jeunes occupent-ils ces congés? Ceux de la ville de Douala, qui ont été suivis par nos reporters, disent que leur quotidien est meublé entre les tâches à la ménagère, les colonies de vacances, mais également quelques jeux. C'est dans ce reportage que signent Roméo Mbanga et Julingue. Barbara Mercedes est une jeune fille âgée de 12 ans. Élève en classe de cours moyen 2, ce matin, elle accompagne sa mère à la cuisine. Barbara n'est pas allée jouer avec ses amis. Elle a fait le choix d'assister sa mère. J'aide maman à découper les oignons, à éplucher le l'ail, à faire les petits travaux de la cuisine. Une présence jugée nécessaire pour l'avenir de la petite fille, tel que le confirme sa maman. Elles apprennent aussi comment ça se passe à la maison et surtout les petites filles. Elles peuvent m'aider à arrêter l'enfant, elles m'aident à regarder un peu la mamie. Emmanuel, quant à lui, a préféré prendre part aux colonies de vacances. Ses passions sont le théâtre, la musique, le karaté. Si vous avez un ami qui apprend le karaté, ne lui dites pas de vous montrer parce que le karaté, c'est pas la bagarre. Le karaté, c'est un sport où on utilise quand on vous agresse. Donc c'est une défense, c'est une arme de défense, voilà. Toujours dans ce lieu de détente se trouve Confiance, une petite fille passionnée de peinture et de danse. Des arts qui, d'après elle, favorisent le contact et le développement des liens d'amitié. Ce que j'aime ici, c'est les amis et ce qu'on fait pour moi est la peinture. Au Cameroun, il n'existe pas assez d'institutions d'animation des vacances scolaires. Très peu de place est accordée aux jeux distraction de l'enfant. Pourtant, ces domaines ont des rôles importants dans le développement des tout-petits. Il n'y a pas de mauvais enfants. Certains arrivent ici déjà, chacun arrive avec son caractère. Mais à la fin, je dis, le résultat est vraiment appréciable, puisque ceux qui arrivent refusant de travailler, de jouer avec les autres, recoquiller sur eux-mêmes, à la fin, on se rend compte qu'ils s'en sortent vraiment et qu'ils proposent quelque chose de bien et les parents apprécient. Pendant les vacances, les loisirs courants sont les promenades, le championnat de football, divers jeux de société. Le choix des disciplines est souvent indicateur des goûts et besoins de l'enfant. Elles développent la créativité chez les bambins, enrichissent leurs expériences, ouvrent leur esprit au monde des adultes et de la technique. Restons dans la ville de Douala pour parler cette fois-ci de cette découverte macabre faite au lieu-dit Carrefour Agip. Il s'agit d'un fœtus qui a été découvert par la population. Le récit des faits avec Sandrine Babon. Au milieu de cette poubelle située au Carrefour Agip se trouve un fœtus. Il vient d'être découvert par les populations. Soigneusement déposé dans ce carton par une main encore non identifiée. Un fœtus presque entièrement constitué. Les riverains sont sans voix face au triste spectacle. Un doigt accusateur est pointé sur la génitrice de cet être. Pour beaucoup, c'est un acte irresponsable qui mérite d'être puni. Les circonstances du décès de ce fœtus restent encore inconnues. À en croire des témoignages, il pourrait s'agir d'un acte criminel. Un avortement, seule l'enquête ouverte pourrait apporter des réponses à cette question. En sport football, le championnat national Elite One a été rendu dimanche à sa 15e journée. Une journée marquée par la défaite du leader AS Douala, battu par
la Panthère d'Indé, 1-0. On note également que l'Union sportive de Douala quitte la zone de relégation grâce à sa victoire face au Tonnerre, 2-0. Mais le coup d'éclat de cette journée est à mettre à l'actif de Fouvou Club de Baham qui a dominé Yon Sport Academy de Bamenda sur le score sans appel de 3-0. Le point complet de cette journée avec Emos Fongor et Jean-Paul Chouniat. L'antenne rouge depuis le début de saison. Fouvou de Baham crée la surprise à cette 15e journée, laminant 3-0 Yon Sport de Bamenda. Une précieuse victoire qui pousse le club de la Grotte Sacrée à la 13e place à 12 points, cédant ainsi son fauteuil à Sable de Bâti, désormais dernier à 11 points après son nul concédé face à Unisport du Honkam. À la suite du duel des clubs dimitiques dans le ventre mou du classement, le Tonnerre perd 2-0 devant l'Union de Douala, tombant ainsi à 16 points à la place du premier relégable qu'occupait les Nassara. Le club au million de supporters gagne 2 places au classement, désormais 10e à 18 points. Toujours dans ce ventre mou du classement, New Star de Douala tombe 2-1 devant le Canon de Yaoundé. L'équipe de Faustin Domke poursuit sa plongée. C'est la deuxième défaite d'affilée depuis l'arrivée du coach Bonaventure Djonkep. L'équipe se trouve à la lisière de la ligne rouge, 11e à 17 points. Le Canon a ainsi tourné, gagnant 4 places, désormais 7e à 20 points. Du côté de Banganté, la Panthère sportive met fin à sa série de 9 matchs nuls en damant le pion devant le leader Astre de Douala. Le Fauve d'Undé gagne 2 places, 8e à 19 points. Yon Sport de Bamenda 9e à 19 points fait du surplace après sa défaite de 3-0 devant Fouvou de Baham. Une autre équipe déjà sur une bonne lancée, c'est Ngalakwan Sport de Lundé. Elle domine 1-0 DAC 2000, portant son compteur à 20 points pour un rang de 6e. C'est la 4e victoire du coach François Eya depuis son arrivée à la tête du club à la 11e journée. Dans le quintet des têtes, Coton Sport relance la course pour la 2e place après avoir atomisé 5-0 Renaissance de Ngoumou. La prochaine journée sera très décisive entre le 2e Unisport 25 points, le 3e Coton Sport 24 points et le 4e DAC 2000 23 points. Pour le leader Astre de Douala 30 points, même en cas de défaite le week-end prochain, garde toujours la tête du classement. 5 points séparent les Brésiliens de Bépana du Dauphin, Unisport du Honkam. Pour cette 15e journée, 14 buts ont été enregistrés avec le score le plus lourd du championnat, 5-0 de Coton Sport de Garoua sur Renaissance de Ngoumou. Toujours en sport, notons qu'à moins d'un an de la Coupe du Monde 2014, la Seleção du Brésil confirme ses intentions de gagner le trophée de la Coupe du Monde à domicile. Les poulains de Luis Felipe Scolari l'ont démontré hier en rapportant haut la main la finale de la Coupe des Confédérations. Le Brésil a battu 3-0 le champion en titre, le champion du monde en titre, l'Espagne. Il s'agit là d'un signal d'un comeback sur la scène internationale avec Jean-Paul Chouniat. Quase 10 jogos sem marcar nenhum gol. Olha o cruzamento, o Fred domina, o Neymar bateu! Olha aí! Olha aí! É um gol! É um gol! É um gol! En survolant l'édition 2013 de la Coupe des Confédérations, l'équipe nationale fanion de football du Brésil signe son grand retour sur la scène internationale. Les victoires haut la main de la Seleção des matchs de poule à la demi-finale et la finale confirment la bonne santé de cette équipe à moins d'une année de la phase finale de la Coupe du Monde. Dans ce parcours, les commentateurs sportifs notent la démonstration de force de 3-0 sur l'Espagne, championne du monde en titre et double vainqueur des Coupes d'Europe 2008 et 2012. En phase de poule, le pays du roi Pelé atomise 3-0 le Japon, 2-0 le Mexique et 4-2 la Squadra Azzurra italienne, champion du monde 2006. Les poulains du coach Luis Felipe Scolari réalisent un carton plein de 9 points sur 9 en match de poule avec 9 buts marqués. En 5 sorties au total jusqu'à la finale, la Seleção a marqué 14 buts contre 3 concédés. Désigné meilleur joueur du tournoi et auteur de buts décisifs, Neymar, tout comme Fred, meilleur buteur, et Julio César, meilleur gardien de but, prédisent une bonne prestation de la Seleção qui accueille le Mondial 2014 à domicile. En gagnant cette Coupe des Confédérations pour la 3e fois consécutive, la Seleção brésilienne se présente en sérieux prétendant à la succession de l'Espagne détentrice de la couronne mondiale de football. Après la cuvée des Romario, Bebeto, Cafu, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, la jeune génération bâtie autour de Fred, Neymar et Paulinho paraît en pole position pour conquérir le 6e titre mondial du Brésil, 11 ans après le dernier sacre de 2002. Eh bien, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous donne rendez-vous juste après et nous allons parler des élections municipales et législatives après donc la prorogation du mandat des conseillers municipaux. Certaines formations politiques sont lorgnées déjà ces échéances électorales, tel est le cas au sein du Social Democratic Front. C'est juste après.
Et pour nous accompagner dans la deuxième partie de ce journal, nous avons Jean-Michel Ninche. Bonsoir. Bonsoir. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes député SDF Vouri-Est. C'est ce qui est exact. Mais vous êtes toujours président régional pour le littoral du SDF. Tout à fait. Voilà, votre parti, le Social Democratic Front, vient donc de procéder au renouvellement des organes de base dans la région du littoral. Non, cette opération a été suspendue à cause, n'est-ce pas, des primaires. Hein. Il s'agit plutôt des primaires que nous avons commencé dans les structures de la région depuis un certain temps. Et en ce qui concerne le Vouri, nous avons organisé les primaires à Vouri-Est ce week-end, samedi, qui a, n'est-ce pas, consacré votre serviteur comme, n'est-ce pas, le vainqueur donc de ces primaires à Vouri-Est. Voilà. Avant de revenir sur maintenant les têtes de liste ou alors les noms de ces différents responsables dans le Vouri, on aimerait quand même avoir une idée de comment s'est déroulée votre investiture dans le Vouri. Est-ce que c'était une désignation venue du NEC ou alors les gens se portaient candidats? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé ces investitures dans le Vouri? Non, les investitures... c'est du ressort de la commission des investitures, hein, la commission nationale des investitures, hein, qui siège à Bamenda. Et ceci se fait après toutes les opérations, n'est-ce pas, sur le terrain au niveau de toutes nos structures. Ce dont il s'agit maintenant, c'est les primaires, hein, à l'intérieur du parti. En ce qui concerne les municipales et les législatives. Donc, en ce qui concerne les municipales, c'est les circonscriptions électorales qui sont chargées, si vous voulez, de faire les primaires pour sélectionner les candidats. Et c'est après cet exercice que la Commission nationale des investitures va siéger à Bamenda pour, si vous voulez, investir nos candidats de manière définitive. Voilà, les résultats donc, de ces primaires dans le Vouri, on a quand même observé quelques curiosités. La première, c'est la tête de liste dans le Vouri Centre et Manoka, qui est Joshua aussi, le premier vice-président national du Social Democratic Front. Alors, Joshua aussi, dans le Vouri, c'est pour vous contrôler, comme on a souvent vous taxé comme incontrôlable? Je ne pense pas. Il se trouve que Joshua aussi, qui était dans le sud-ouest, est venu cette fois-ci dans le Vouri, plus précisément à Vouri Centre, hein, à Douala 1er. Et ceci est tout à fait en conformité avec nos statuts parce que, en ce qui concerne les élections, chaque militant qui est en règle avec ses cotisations a tout à fait le droit de se présenter, de se délocaliser, de se présenter là où il le souhaite. Alors vous dites donc que Jean-Michel Nietzsche, vous dites donc que Joshua aussi n'est pas dans le Vouri pour vous contrôler? Non, pas du tout. En tout cas, Vouri-Est, dont je suis l'élu, et Vouri Centre, c'est deux situations complètement différentes. Donc, je ne vois pas en quoi il me contrôlerait. Non, je ne pense pas qu'il s'agit de cela. Non, il est venu tout simplement parce qu'il a estimé que il était peut-être plus favorable pour lui de se présenter à Vouri Centre, hein, et c'est son choix. Je pense que les militants de Vouri Centre peut-être l'ont également, lui ont demandé de venir se présenter là-bas. Toujours est-il que ceci se fait en conformité des textes du parti. Et ça ne gêne personne, ce n'est pas la première fois qu'on voit quelqu'un se délocaliser. Autre curiosité, si vous le permettez, Jean-Michel Nietzsche, c'est le score que vous avez obtenu à Vouri-Est, 919 voix.
au vu de tout ce qui est arrivé dans le littoral, on ne va pas revenir la mise sur pied de la commission pour la gestion des affaires dans le Social Democratic Front, le littoral. Jean-Michel Ntio, vous avez payé combien pour que vous soyez reconduit? Je n'ai absolument rien payé. Vous savez, la vérité finit toujours par triompher, et la vérité, en ce qui concerne le SDF, appartient à la base du parti, parce que c'est pourquoi notre slogan, c'est « pouvoir au peuple ». Je pense que le peuple de Vouré-Est a parlé en ce qui concerne le SDF, et cette victoire extrêmement large, parce que je suis premier avec 919, le deuxième qui me suit arrive avec 500 voix. Ceci montre tout simplement que, contrairement à ce que mes détracteurs ont prétendu, je reste, n'est-ce pas, le député auquel les populations de Vouri-Est sont attachées. Mais il y a quand même une curiosité également dans votre liste, le cas Patrice Kadji, qui part du SDF en 1997, voilà, et il revient, voilà, du coup, vous l'accueillez à bras ouverts. Vous savez, bon, on ne l'a pas accueilli à bras ouverts, ce monsieur, comme vous l'indiquez, c'est un ancien député du SDF. Il fait partie de la législature de 97-2002. Et donc, il est parti, il revient, il est parti en 2002 à la fin de son mandat. Il revient 11 ans après à la faveur donc, de ces échéances à venir. Bon, si nous l'avions empêché d'être candidat, on nous aurait certainement opposé le fait que nous avons peur des adversaires. Nous l'avons laissé, n'est-ce pas, faire acte de candidature, et nos militants ont fait leur choix. C'est vrai qu'il y a eu d'énormes moyens qui ont été déployés, beaucoup d'argent. Parlons justement de ces choix faits dans le SDF. On a l'impression qu'il y a des directives qui sont données dans le NEC, parce qu'on a là des noms de certains membres du SDF que l'on voit beaucoup plus défendre la cause du parti sur les plateaux de télévision et autres, qui ne sont, dont le nom ne figure pas, ou alors qui figurent, mais qui n'ont véritablement pas obtenu assez de suffrages. Est-ce que cela signifie qu'il y a des gens qui travaillent pour d'autres qui sont tapés dans l'ombre? Non. Pourquoi ces noms, par exemple, le cas de Célestin Djamène, pourquoi il ne figure nulle part? Non, Célestin Djamène est à Vouri-Centre. Il est à Vouri-Centre, et je pense que peut-être il a fait le choix d'être plutôt candidat sur la liste, n'est-ce pas, des municipales. Hein, donc, parce que les opérations des primaires se poursuivent, et le camarade Djamène, qui est un camarade que nous apprécions, ne saurait être absent, n'est-ce pas, d'une liste du SDF. S'il n'est pas sur la liste des législatives à Vouri-Centre, certainement il sera sur la liste des municipales à Douala-Premier. Qu'en est-il maintenant du cas d'Albert Zongan? On se rappelle il y a quelques jours qu'il y a eu une fusion, si on peut le dire ainsi, entre la Dynamique et le Social Democratic Front. On ne trouve Albert Zongan nulle part. Oui, mais avec Zongan, je pense qu'il y a certainement un accord de fusion avec le sommet du parti. Je ne peux pas révéler le contenu de cet accord pour la simple raison que je ne le connais même pas. Donc, bon, une solution va être certainement trouvée. Au cas Zongan. Moi, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas. Bon, il arrive à la veille d'une élection. Bon, je ne sais pas. Est-ce que il sera nécessairement candidat à cette élection? L'avenir nous le dira. Je pense que le combat politique, c'est un combat de longue haleine. Peut-être il se prépare pour
d'autres échéances. Voilà. Jean-Michel Nithieu, je rappelle, vous êtes député SDF Vouri-Est et en même temps le président régional du Social Democratic Front pour le littoral. Merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci, toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier, tout en vous donnant rendez-vous demain à la même heure.